Mon nom est Maïka Desforges. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait. Je suis quand même relativement jeune. Je n'ai pas 25 ans d'expérience, mais je vais vous partager notre humble expérience en tant qu'organisation qui s'appelle Tribu Expérientiel. Tribu, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelque chose qui est assez niché, les sports extrêmes, puis on les rend accessibles à la masse. Comment on fait ça? On sert de l'adrénaline, le sport extrême. Vous allez comprendre comment. Et puis, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer aussi de où c'est parti. Et puis, vous allez voir, je parle assez vite. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à venir me voir après pour en savoir plus. Sans plus attendre, quelques images. Pour ceux qui sont en arrière, vous ne verrez peut-être pas. J'ai mis mes meilleurs shots, mes meilleures images de moi qui fait de l'escalade ou moi qui essaye de faire du wake surf avec la corde. Quand je dis bien essayer, c'est parce que c'est vraiment difficile. J'essaye depuis quelques années d'en faire. Mais bref, je vous montre ces images-là avec un peu une conscientisation que j'ai eue dans les dernières années. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Romain, dans le coin de Lac-Mégantic. C'est un village de 700 habitants. Puis cherchez-moi pourquoi ma mère elle a choisi la maison dans le fond du rang de ce petit village-là. À 3 heures de Montréal, il y avait un seul voisin qui avait une ferme, puis un autre voisin qui était des amis qui habitaient à peu près 1 kilomètre plus loin, un très grand terrain de jeu. Ma mère travaillait en marketing à Montréal, et puis pendant toute la semaine, moi et mon frère, on avait la maison et le grand terrain à nous tout seuls. Imaginez ce que ça fait des jeunes à cet âge-là. À l'école secondaire, tous nos amis ont été malades chez nous la première fois, à boire de la tournade, à caler ça. On avait une rampe de skateboard, une trampoline, un camp. Je pense que c'était une première époque où j'ai réussi à comprendre que mon talent de rassembleur prenait tout son sens. Bien sûr, pour des parties au commençant, mais vous allez comprendre la suite. C'était vraiment le goût de l'adrénaline qui me cherchait à créer ces expériences-là avec mes amis comme cobayes au début, puis éventuellement avec des grandes entreprises par la suite. Plus loin dans le temps, j'ai habité à Sherbrooke. J'étais suivi ma gang en gestion de commerce. On est allé dans la formation pour suivre un peu comme tout le monde. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Mais récemment, je suis allé à l'émission Dans l'œil du dragon et puis ça a très bien fonctionné. J'ai eu 3 investisseurs qui ont embarqué et puis tout a commencé par un seul challenge qui était la mère à ma blonde qui m'a dit « Je te mets au défi d'appliquer à l'émission Dans l'œil du dragon ». J'ai appliqué, j'ai été sélectionné, j'ai passé les auditions. Puis bref, on a une belle histoire de succès. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis juste ça pour vous donner un peu une idée qu'on peut partir de très loin, puis éventuellement créer des grandes choses, mais tout ça dans un concept d'emmener des choses nichées puis de les rendre accessibles à la masse. Moi, mon parcours et ma première entreprise, mon premier carré de sable, c'était une marque de skateboard. Ripper Skateboard, c'était quoi? C'était une bande de... On part du party dans le fond du rang, éventuellement une dizaine de gars qu'on commanditait. J'avais une marque de planche à roulettes, et puis on allait à travers l'Europe et puis à travers le Canada pour vendre ces planches-là dans un réseau de 60 magasins spécialisés, pardon. Je me suis rendu compte que j'adorais le côté rassembleur, le côté tournée, commandite d'athlètes, création de contenu, mais j'aimais vraiment pas ma job de bureau qui ressemblait à une vie de cubicule avec les cloisons grises. Moi, j'étais un gars qui avait besoin de carburant, j'avais besoin d'adrénaline pour aller plus loin. Donc, dans ce timing-là, il est arrivé... alors, on est rendu à Montréal. J'ai déménagé à Montréal après mes études à Sherbrooke. Et puis, dans un appartement, je ne sais pas si vous connaissez le quartier Rosemont, pas très loin, Masson, Première Avenue. C'est très résidentiel. On a justement créé une compétition de snowboard urbaine. Je vous montre un extrait assez rapidement. À l'époque, l'entreprise n'existait pas encore. Mon frère filmait le dit événement. Mais on était 3 colocs qui se sont dit, avec une idée un peu saugrenue, on va faire une compétition de snowboard à Montréal, dans notre appartement. On est allé chercher de la neige d'Arena, on a construit un obstacle, on a invité des gens, puis le tour était joué. On a aussi loué un spa, 12 places. Les médias sont débarqués, étaient sur le toit en train de filmer, capter le moment. Mes voisins à côté, je les voyais sur leur balcon avec leur verre de vin en train d'apprécier l'événement. 5 ans plus tard, je me rends compte que c'est mes clients de Tourisme Montréal qui étaient les voisins à l'époque. Ils disent « Ah, c'est toi qui faisais la compétition de snowboard, hein? » Mais en tout cas, bref, vous voyez un peu le genre. On a un grand appartement, les gens arrivaient de partout en arrière. Rien d'impressionnant, on s'entend. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec la piqûre pour l'événementiel. Puis encore une fois, une amie de l'époque m'a dit « Je te mets au défi de le faire plus grand. » Histoire courte, je m'en vais cogner chez les gens à Montréal. Je commence à regarder dans les cours arrière. Je commence à approcher les particuliers en leur disant « Est-ce que vous me loueriez votre cours arrière pour faire une compétition? » Imaginez leur réaction. Ils m'ont vite dit « Je pense que tu as plus de chance avec un terrain privé. »
On a éventuellement, en concours de circonstances, établi l'événement au centre-ville de Montréal, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, passant de 100 personnes à 800 personnes au centre-ville. J'ai changé de job, j'ai gagné des concours d'entrepreneuriat. Et puis, par la suite, l'événement a quand même gonflé. On a changé de partenaire, on est allé dans une autre direction avec les boutiques Empire, puis on a déplacé l'événement sur la rue Saint-Denis. Vous connaissez sûrement la section entre Sherbrooke et puis Sherbrooke, Ontario, pardon. On avait 18 000 personnes en décembre dernier, 5 ans après la première édition. Je montre un autre petit extrait. Donc, ce que vous voyez, en gros, c'est le plus gros événement de snowboard urbain au Canada. On est attribué le producteur. Ça commence dans ma cour arrière, dans Rosemont. C'est 100% commandité avec de l'argent privé. Il n'y a aucun argent public qui est injecté là-dedans. Puis pourquoi? Je dis que c'est intéressant de le mentionner, c'est que en fin du compte, on offrait un événement sport-spectacle unique au Canada, au Montréalais, depuis quelques années. L'événement a changé de nom, il a grandi, il y avait 15 000 en bourse, on fait un show télé pour TVA Sport. On a terminé l'année dernière avec des commanditaires comme Mazda, Monster Energy, Fido, les boutiques Empire, Vans, Burton, Oakley, bref, des grands noms de l'industrie. Et puis, pourquoi je les mentionne? C'est vraiment parce que au final, on n'a pas réinventé le sport. Tout le monde a déjà vu peut-être du snowboard à la télé, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en fait, mais on a encore pris ce concept de prendre un événement de snowboard qu'on verrait normalement en montagne, on l'a mis en plein cœur du quartier latin, à Montréal, sur la rue Saint-Denis. Puis à date, dans tous les projets que je vais vous montrer, on ne réinvente pas la roue. On fait juste déplacer quelque chose de niché pour le rendre accessible à la masse. Et puis ça peut s'approprier. C'est un concept qui peut s'adapter pour à peu près n'importe quoi, selon moi. Que ce soit un événement corporatif, que ce soit un événement de 5 personnes chez vous à souper, ou que ce soit un événement avec des milliers de personnes en pleine rue, que ce soit un party de Noël d'employés. Si vous prenez quelque chose de niché, que vous changez juste un peu le contexte, moi, je pense qu'il y a tout un message qui peut être communiqué. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'expérientiel. L'expérientiel, c'est quoi? Pour nous, notre humble interprétation, c'est vraiment ce mix, cette ligne invisible qui tisse entre l'événement, l'émotion et le partage. Vous savez, de nos jours, si quelque chose est intéressant, on voit les téléphones dans les airs, right? Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est si les gens ont du plaisir, ils s'en rappellent, puis sont capables de le partager, c'est mission accomplie, c'est ce qu'on appelle l'expérientiel. Rappelez-vous, et je vous invite sur ce challenge-là dans votre tête, vous n'avez pas besoin de me répondre, mais dans le dernier mois, combien de moments, combien de jours ont été mémorables? Combien dans votre tête, vous pouvez dire, je me rappelle de X nombre de jours qui ont été mémorables? Si vous en avez plus que 5, vous vivez une vie folle. Là. Moi, je me rappelle de 3-4. Celui-ci va être un des moments mémorables. La réalité, c'est qu'on vit nos vies dans des routines, nos journées se répètent et se succèdent, c'est normal. Mais je pense qu'en tant que marque, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, il faut vraiment changer un peu comment on communique avec les gens. Comme j'ai dit, que ce soit un souper à la maison ou éventuellement c'est un événement en soi, ou que ce soit une grande célébration, comme le 375e dont on va donner le coup d'envoi le 6, 7, 8 et 13, 14, 15 janvier prochain avec notre événement Barbe Gazi. Le concept était très simple. Moi, je crois beaucoup au concept participe-acteur, c'est-à-dire c'est le mélange entre le spectateur, ce que vous avez vu avec le snowboard, donc les gens ils viennent, ils regardent derrière la clôture, puis c'est un beau show, mais ils ne vont pas aller prendre leur vieille planche de neige poussiéreuse pour s'essayer sur le parcours. C'est important d'avoir un aspect participatif puis spectateur. Dans l'événement qu'on va proposer, c'est une grande course à obstacles. C'est l'événement qui lance le 375 qui se déroule en janvier prochain au quartier des spectacles. Puis en gros, c'est quoi? Imaginez que tout le monde qui vient a un bracelet RFID pour collecter des points. Et puis, c'est une course à obstacles de type Wipeout, ou vous avez déjà vu American Ninja. Donc, on s'élance avec une corde à Tarzan, tombe dans un bac de mousse. Il faut ramper dans un igloo, traverser un pont de corde. Il faut essayer d'esquiver un barbe gazi, qui veut dire barbe gelée, puis c'est un genre de yéti un peu gros. Puis, éventuellement, il faut passer sur une poutre, franchir une forêt de sapins, monter un mur d'escalade, puis taper le buzzer. Puis après 5 minutes, on va montrer la sortie aux gens. C'est ouvert à tous, c'est tout âge, mais on a plein de petites activités vraiment ludiques qui sont intéressantes. Le snow skate, qui est un genre de skateboard des neiges. On a une compétition de bûcherons, le lancer du sapin. Toutes ces activités-là. Compétition de bras de fer. Vous allez voir M. le maire contre Gilbert Rozon, probablement, qui vont venir faire ça le 6 janvier, qui va gagner, tout.
à suivre. Mais chacune de ces activités-là sont simples dans l'optique où il faut cumuler des points sur notre bracelet. Ces points-là sont échangeables contre de la marchandise de l'événement. Et puis, pourquoi on fait ça? C'est qu'au final, il faut démocratiser l'hiver, right? C'est ça le concept des hivernales du 375e, donc faire jouer les gens dehors l'hiver. C'est vraiment ça notre concept. On n'a pas réinventé ces activités-là. OK, le lancer du sapin, c'est un peu drôle, là, mais on vous invite. Ça s'appelle, vous allez voir, c'est tout un concept assez flyé. Il n'y a pas si longtemps, donc cet été, on a lancé l'événement Jump Off à travers notre festival qui s'appelle Jackalope. Jackalope, c'est le plus gros festival de sport extrême au Canada qui se tient au Parc olympique. Première édition en 2012, succès. On s'est rendu jusqu'à la 5e édition cette année. Puis cette année, pour couronner la 5e édition, on a décidé de challenger un peu le stade. Et puis, on leur a dit pourquoi on ne ferait pas sauter des gars en parachute du mât du stade olympique. Ça va être une compétition de base jump. Donc, ils sortent d'un objet, le parachute sort, puis éventuellement, il y a une cible au sol, puis il faut qu'ils atterrissent sur le bullseye. Fait que là, ils nous ont vu comme attends un peu, là, comme le monde va sauter en parachute du mât du stade. Mais on leur a montré que c'était sécuritaire, on leur a montré que ce n'était pas notre premier événement. Ils nous ont vu grandir depuis le début jusqu'à maintenant. Ils nous ont fait confiance, puis ça a super bien été. Je montre 15 secondes de teaser. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu voles, tu es dans le moment présent comme nulle part ailleurs. L'événement a été un énorme succès, généré des millions d'impressions dans les médias de masse. On a rejoint à peu près, je pense que c'était comme 40 millions d'impressions dans les médias de masse. Bref, 5 pages de couverture partout. Imaginez les shots où on voit des gens qui ont sauté en parachute du mât du stade durant les Jeux olympiques de Rio cet été, pendant le 40e des Jeux olympiques de Montréal. Il y avait un momentum assez intéressant. On va le ramener l'année prochaine aussi, justement. Mais je vous parle un peu de ça parce qu'encore une fois, on n'a pas réinventé le sport. On l'a juste amené dans un contexte qui était différent, avec une icône. Est-ce qu'il pourrait sauter d'une autre tour? Est-ce qu'éventuellement, cet événement-là pourrait s'exporter puis faire une tournée à travers différentes tours dans le monde avec un produit télévisuel puis éventuellement un événement rassembleur? La réponse est oui. Mais en bout de ligne, tout a commencé avec une idée. Puis j'invite un peu tout le monde avec une idée dans la tête, que ce soit un petit projet comme un gros, de ne jamais lâcher prise parce que des fois, la vie nous propose des embûches. Puis des fois, elle nous propose des bonnes surprises. Puis à date, je pense qu'à chaque fois qu'on a eu des embûches, il y avait toujours quelque chose de plus gros qui allait par la suite. Voici quelques images du festival en question, incluant le base jump. Short and sweet. 6 sports. C'est un événement qui a été gratuit pendant 4 ans. On l'a transformé en événement à billets cette année. Ça a super bien fonctionné. On le ramène l'année prochaine. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est actuellement la seule étape au Canada de Coupe du monde de skateboard. La Coupe du monde de skateboard, ça veut dire quoi? Avant, ça ne voulait presque rien dire, mais avec les Olympiques de 2020, Montréal pourrait être l'événement de qualification officiel pour les Jeux olympiques de 2020 pour Tokyo. C'est-à-dire que si les athlètes canadiens dans le skate ou dans l'escalade veulent faire l'équipe canadienne, ils devront faire probablement passer par Jackalope au Parc olympique dans l'Est de Montréal, bien sûr. Ça a généré beaucoup de couverture médiatique. On a joué un peu avec la technologie aussi à travers le temps, la réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Éventuellement, c'est assez simple. On avait un partenaire avec TELUS et puis Ironman, et puis on leur a demandé s'ils étaient ouverts à faire quelque chose de différent, soit quand les gens ils viennent au kiosque Ironman pour TELUS, on leur montrait c'est quoi un entraînement dans Ironman à travers des lunettes 360. Donc, petits et grands sont venus au kiosque de la marque durant l'événement et ont pu vivre l'expérience en 360 degrés, un peu comme on peut le voir dans le Dôme aujourd'hui. Immense succès. On a même gagné un prix InfoPresse avec eux. Et puis, je termine un peu en vous disant que je vous ai partagé un peu mon humble histoire aujourd'hui, pas nécessairement pour me vanter, mais simplement pour vous dire que tout a commencé avec une rencontre d'un événement de chambre de commerce. Puis je tiens à les remercier encore une fois. Parce que des fois, on va dans des endroits qu'on ne sait pas si ça va être bon pour nous. Puis des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche.
Mais chose certaine, il y a beaucoup de gens qui croisent notre route à travers la vie. Puis je pense que c'est important de toujours être à l'affût parce qu'il y a plusieurs opportunités à saisir. Il y a de la créativité à Montréal comme ça se peut pas. Montréal va rayonner à l'international avec le 375e. Vous avez suivi les élections américaines. Il y a toute une campagne de Tourisme Montréal qui s'en vient, qui va cibler tout le nord-est des États-Unis, qui va leur dire on a un gros party qui s'en vient, venez-vous à Montréal, venez voir. Fait il faut que Montréal se mette sur son 36. Le 375e s'en vient, ça va brasser. On est heureux de lancer les célébrations en janvier prochain. Il va y avoir énormément de programmation. Comme je disais, nous, notre but, c'est de rejoindre les jeunes, les adultes qui ne vieillissent pas, ceux qui veulent rester jeunes de cœur. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez été un public remarquable. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions par la suite.